Bonjour à toutes et à tous, l'invité de Bienvenue au Club aujourd'hui peut se targuer d'avoir donné de la profondeur de champ à nos écrans de télévision. Amoureuse du cinéma, mais plus encore des acteurs et des actrices, elle a amené dans le salon de millions de Français, Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve ou Fanny Ardant, grâce à de grandes adaptations littéraires transformées en téléfilms ambitieux et audacieux. Depuis, les plus grands écrivains français n'ont plus de secret pour elle. Aujourd'hui, c'est dans l'histoire qu'elle puise un nouveau téléfilm en deux parties réalisé pour France 2 avec Isabelle Adjani qui interprète Diane de Poitiers, figure de la Renaissance, veuve, pauvre et quasi déchue de la cour de François Ier, mais qui va retrouver du pouvoir et de la dignité en devenant la maîtresse d'Henri II, de 20 ans, son cadet. Bonjour José Dayan. Bonjour Sébastien. Vous venez nous présenter Diane de Poitiers, la presque reine, téléfilm en deux parties à découvrir sur France 2 le 7 novembre prochain à partir de 21h10, c'est-à-dire lundi. Et avec encore une fois un très beau casting, Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Samuel Labarthe, Joe Star, ils sont nombreux et nombreuses. On peut dire que s'il y a une réalisatrice qui a envisagé la télévision sans snobisme, comme le porte-voix qu'elle est, capable d'atteindre des millions de personnes, c'est bien vous. Est-ce que vous y croyez encore ou les temps ont changé ? Mais écoutez, j'aime l'idée d'y croire. Et bien évidemment, j'ai adoré faire Diane de Poitiers. Ça me semblait pour moi une évidence de faire cette série avec Isabelle Adjani pour France Télévisions. Et avec en effet autour d'Isabelle tous les acteurs dont vous avez parlé, entre autres Jeanne Balibar, Hugo Becker, Jean-François Balmer, enfin bref, Virginie Ledoyen et j'en oublie encore beaucoup, Michel Faux, Guillaume Gallienne, Olivier Gourmet, enfin bon, c'était Il y en a un plein. casting absolument exceptionnel. Mais vous parlez du public, et bien évidemment, j'espère avec Diane de Poitiers ramener le public à ces séries historiques et avoir l'émotion que j'ai eue au moment où j'ai fait Monte Cristo et Les Misérables, ou même Les Rois Maudits. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai voulu faire Diane de Poitiers. Je suis heureuse d'avoir fait Diane de Poitiers. Je suis heureuse de ce qu'est Diane de Poitiers à l'image, en tout cas en ce qui me concerne. Et c'est pas de la flagornerie, c'est juste que ça correspond à ce que je souhaitais. Mais évidemment, j'aimerais que Diane de Poitiers enthousiasme le public. C'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui considèrent que pour être élitiste, il faut tenir le public hors, heu, hors de l'écran. Moi, je pense que précisément, le public donne vie à toute œuvre et qu'il est indispensable que le public soit au rendez-vous. Et s'il y a parmi les gens qui m'écoutent et qui écoutent votre émission, des spectateurs qui ont aimé les films que j'ai faits jusqu'à présent, je leur demande vraiment, avec humilité, de venir voir Diane de Poitiers. Eh bien oui, c'est lundi, 7 novembre. Et est-ce que c'est toujours facile d'amener de grands et beaux projets comme vous les pensez à la télévision ? C'est un peu compliqué Diane de Poitiers parce que ça n'est pas, on va dire, dans l'air du temps. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être j'ai l'impression que France Télévisions, va envisage même, de d'entreprendre, si vous voulez, certains films, entre guillemets «historiques». Mais jusqu'à présent, c'était pas dans l'air du temps. Et est-ce que, par exemple, il serait possible de voir José Dayan, une série, un grand film en 2 ou 3 parties de José Dayan, une série de José Dayan sur Netflix, par exemple, sur une Mais bien grande évidemment, plateforme? pourquoi pas d'ailleurs, j'ai certaines idées, dont on parlera après, puisque là on est ici pour parler de Diane de Poitiers exclusivement, bien sûr. Mais il y a des projets, dans les tuyaux. Bien, il y a toujours des projets dans les tuyaux, que voulez-vous? L'espoir fait vivre. Et alors pourquoi avoir voulu raconter la vie, en tout cas un bout de la vie de Diane de Poitiers? Qui était-elle? Mais précisément parce que elle était mystérieuse. Pourquoi mystérieuse? Parce que à la fois, mythique, iconique, tout le monde connaît, Diane de Poitiers, en vérité sans la connaître. Et il y a évidemment des éléments historiques, incontournables, comme sa liaison avec le roi Henri II, comme sa relation avec François Ier, dont on ne sait pas très bien si elle était elle aussi, mais elle a existé, elle a vécu. Ça n'est pas un personnage de fiction. Mais à l'intérieur de ces points d'ancrage, il y a beaucoup de mystères, de zones d'ombre, et c'est ce qui fait, en tout cas à mon avis, la fascination qu'elle a exercée depuis des siècles. Sa mort, cette espèce
d'envie d'être éternellement enfin, c'est un peu comme le mythe de Faust, si vous voulez, dans la beauté permanente, le goût de l'éternel, l'éternité en vérité et s'empoisonner avec cette poudre d'or, pour précisément continuer d'être, immortel, alors que c'est ce qu'il a, finalement, perdu, heu et je trouve ça, fascinant. C'est un personnage fascinant, très mystérieux. Si je vous le demandais, vous pourriez dresser mon horoscope et me dévoiler ce que l'avenir me réserve? Certainement. De l'or. Ça ne m'intéresse pas. Comme alchimiste, j'ai produit autant d'or que j'en désire. Je ne vous donne pas cet or, je vous le confie, pour que vous le transformiez. En quoi de plus précieux peut-on transformer de l'or? L'or buvable. Vous connaissez? D'abord, on ne dit pas l'or buvable, mais l'or potable. Eh oui, je connais. Et je ne vous conseille pas d'en boire. C'est une décoction redoutable. Pour les Chinois, on absorbait, prolongeait la vie, au point même peut-être de devenir immortel. Croyez-vous que cela soit souhaitable, l'immortalité? Dieu vous promet déjà celle de l'âme. Et vous voulez davantage? Celle du corps. C'est un extrait de Diane de Poitiers, La Presque Reine, votre nouveau téléfilm en 2 parties à découvrir sur France 2 le 7 novembre prochain. José Dayan. Alors Diane de Poitiers est Oui, née, ça, c'est une séquence entre Diane de Poitiers et Nostradamus, tout à fait, donc entre interprétée par Isabelle Gérard Adjani Depardieu. et Gérard Depardieu, c'est-à-dire à la fois, un couple mythique, si on pense à Camille Claudel, enfin bon, si vous voulez, à l'intérieur de ce Diane de Poitiers, il y a aussi des clins d'œil de faire, se retrouver des personnages aussi flamboyants, aussi forts et aussi enfin qui, en tout cas, pour moi, font partie de l'aéropage, du cinéma, Mhm. Isabelle et Gérard et là, ce face à face entre Nostradamus et et Diane de Poitiers, je trouve ça très beau, quoi. Ils vous disent toujours oui, tous ces grands Bah, vous acteurs. voyez, la preuve, ils sont là, quoi, voilà. Je vais pas aller les chercher avec une kalachnikov. Ah bah c'est bien. Je n'ai pas de kalachnikov. Très bien, on est rassurés. Ouf. Diane de Poitiers donc est née en 499 ou 1500. Il y a des doutes sur sa date de naissance et elle est morte en 1566. Fils de Jean de Poitiers, vicomte d'Estoile et de Jeanne de Batarnais. À 15 ans, elle épouse Louis de Brézé, grand sénéchal de Normandie, qui lui a 40 ans de plus qu'elle. À sa mort, elle est écartée de la cour de François Ier par la maîtresse de celui-ci, Anne de Pisseleu. Chemin de la cour qu'elle va finir par retrouver en gagnant le cœur du fils de François Ier, Henri II. On l'a dit, très belle, très élégante, très intelligente, une chasseresse hors pair, un peu sorcière, on l'a entendu avec Nostradamus. Est-ce que Diane de Poitiers, c'est l'icône féministe avant l'heure, José Dayan? Moi, je pense parce qu'elle était très libre. En effet, en plus, elle avait une beauté, si vous voulez, qui était tellement, subjugante pour tout le monde à l'époque, tellement, mystérieuse finalement, parce que cette beauté a perduré tout le long de sa vie et oui, elle était féministe parce qu'elle était intelligente, parce qu'elle était libre, parce qu'elle chassait, parce qu'elle montait à cheval, non pas, si vous voulez, comme les femmes à l'époque, mais elle montait à cheval vraiment comme un chasseur. Enfin, je veux dire, c'était une femme, incroyable En et puis qui était Amazone. intéressée elle ne montait pas oui, bien évidemment. Elle était absolument, cultivée. Elle était aussi une femme d'affaires. Elle était un mécène. Elle a été vraiment une figure, très particulière du XVIe siècle. Et pourquoi avoir proposé à Isabelle Adjani ce rôle? Ah mais parce que, c'est pas, ça n'est pas du tout, l'avoir proposé à Isabelle Adjani. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas fait Diane de Poitiers s'il n'y avait pas eu Isabelle Adjani et c'est un projet qu'on a initié, ensemble. C'est-à-dire on avait le désir de travailler à nouveau ensemble et on avait le désir de travailler dans un film d'époque. Moi, je me souviens, avec beaucoup d'émotion de la reine Margot, par exemple et on avait envie de retrouver ce XVIe siècle
et on a décidé ensemble, Isabelle et moi, de faire Diane de Poitiers. Et en effet, très intéressant de rappeler la reine Margot, hein, Isabelle Adjani, donc qui joue Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II, favorite, mais pas épouse, non, l'épouse d'Henri II, c'est Catherine de Médicis. Alors évidemment, on pense à la reine Margot, de Patrice Chéreau, avec Isabelle Adjani qui interprétait donc cette reine Margot, Marguerite de Valois, fille de Catherine de Médicis. Vous remontez le temps. Fille de Catherine de Médicis et d'Henri II. Oui, Voilà, donc c'est ça qui est donc extraordinaire dans l'histoire. comment et cette Diane de Poitiers et cette Catherine de Médicis, elles ont avancé, elles ont cheminé ensemble. Oui, mais parce que c'était deux femmes intelligentes, très intelligentes. Et Diane de Poitiers, si vous voulez, a même essayé, d'ailleurs on le voit dans le film, d'insister auprès d'Henri II pour qu'il garde Catherine de Médicis comme épouse. Et pourquoi? Parce que, si vous voulez, elle n'était pas jalouse de Catherine de Médicis. Elle était sûre de garder, si vous voulez, l'amour d'Henri II. Donc c'était pour elle une protection, si vous voulez, un bouclier, le fait qu'Henri II soit marié avec Catherine de Médicis. Et Catherine de Médicis, qui est arrivée en France très jeune, elle s'est mariée, elle avait 14 ou 15 ans. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Gaia Girace, qui est cette actrice italienne de 17 ans, qui est l'héroïne de L'Amie prodigieuse et que je trouve magnifique dans cette Catherine de Médicis qu'on n'a pas l'habitude du tout de voir à cet âge-là, puisque en général, Catherine de Médicis, on commence à l'apercevoir en veuve, dans Ouais. cette image noire Puis très impressionnante. oui, et avec Donc, l'image de Virnalisi dans le film de de Patrice Patrice Chéreau. Chéreau avec Bernalizi. Mais alors pourquoi cette entente? Parce que précisément, Catherine de Médicis est aussi extrêmement intelligente, extrêmement fine, et qu'elle sent qu'elle a besoin d'une alliée à la cour, et que finalement, elle s'aperçoit que sa meilleure alliée, c'est Diane de Poitiers. Bien qu'évidemment, elle ne l'aime pas. Diane de Poitiers ne doit pas vraiment aimer Catherine, et Catherine de Médicis n'aime pas non plus Diane de Poitiers. Mais c'est un pacte. Elles ont besoin l'une de l'autre pour avancer. C'est ce qu'on appelle la sororité. C'est ce qu'on appelle d'une certaine manière la sororité, si on veut. Oui. On le disait, vous aimez mettre en scène des grandes sagas historiques littéraires, des sagas monumentales où tout est monumental, l'œuvre, les acteurs, le format et même les audiences, avec votre série qui, elle, n'est pas adaptée d'un grand livre, Le Capitaine Marlowe avec Corinne Maziero. On va écouter un petit résumé de tous ces films. C'est un mix signé par notre réalisateur Thomas Beau qu'on a appelé Capitaine Dayan. Qu'est-ce que t'as laissé traîner l'oreille, toi? Ça t'intéresse, nos affaires? Va donc plutôt puiser de l'eau à la source au lieu de te gaver. Oh non, madame, pas à la source. C'est noir, j'ai peur là-bas toute seule. Tu préfères aller cueillir des orties pour que je te frotte avec? Mais... Quoi? Mais je suis en plein drame familial, là, foutez-moi la paix. Alors, quels sont les hommes qui déshonorent la couronne de France? Vous avez pas vu un témoin? Je veux que cette chienne de Mao entende son malheur par ma bouche. Franchement, si eux c'est des terroristes, moi je suis Béatrice Dalle. Sous le règne de Philippe le Bel, le roi de fer, la France était grande et le peuple malheureux. Ouais, ça va, on n'est pas au festival de Cannes non plus. Pour pousser. Le roi est mort. Vive le roi. On a un nouveau cadavre. C'est pas vrai, il y a un microclimat chez vous, quoi. Voulez-vous que je fasse maintenant? On se bouge la cellulite, là. Je ne peux ressusciter les morts. Mais le dernier acte ne fait que commencer, mon cher. Ils sont commencés donc à Cosette. Pourquoi? Parce qu'il y a une roulotte sur la place. Un Italien, il achète les dents. Ils achètent un bon prix, 4 francs la dent. J'ai pas compté combien il y avait dedans, ça bouche de crapaud. Mais ça apporterait bien au moins dans les 100 francs. Bien, Éponine, bien. Tu seras comme ton père, tu auras le sens du commerce. Comme disait Marguerite Croton, c'était mon institutrice au CM2. Faut jamais désespérer d'un abruti. En plus, sans ses dents, la Cosette, elle mangerait moins de pain. Moi, je vais m'en occuper de les lui arracher. Hein. Mon coup préféré, les valseuses. J'adore Patrick Devers. Voilà, c'était quand Capitaine Marlowe regarde Les Rois Maudits et Les Misérables. On a entendu les voix de tous ces acteurs, de toutes ces actrices. Qu'est-ce que vous aimez chez les acteurs et les actrices, José Dayan? Eh bien, j'aime qu'ils m'étonnent. Voilà. J'aime, si vous voulez, alors que je les connais très bien, alors qu'on a travaillé ensemble, on tourne ensemble toute une journée. Et puis, j'aime, quand je vois mes rushs, d'un seul coup, découvrir quelque chose, finalement, qui m'avait échappé, parce que c'est au-delà de ce que l'on peut, si vous voulez, voir au moment où on tourne. Il y a quelque chose après qui fait que, et c'est de l'ordre du mystère, si vous voulez,
que les très grands acteurs, parce qu'évidemment ça n'arrive qu'avec les très grands acteurs, les très grandes actrices, eh bien, arrivent à vous étonner alors que vous les connaissez très bien, que vous avez travaillé avec eux, qu'on est d'accord sur ce qu'on veut faire, qu'on va dans la même direction. Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui apparaît comme une lumière étrange qu'on n'avait pas perçue, presque comme un ovni. Et c'est ce qui se dégage de cet acteur ou de cette actrice et que vous n'avez pas perçu comme ça, alors que vous êtes en permanence côte à côte, qui, moi, me fascine, mais de façon... ça me fascine beaucoup plus que l'idée d'aller dans la Lune, quoi. Et depuis quand vous êtes fasciné par les Depuis acteurs? toujours. Vous vous Depuis souvenez, toujours. vous avez un premier souvenir de... Bien, par exemple, le premier film que j'ai fait comme metteur en scène, ça s'appelait De vagues herbes jaunes, et c'était avec Laurent Terzieff. Vous voyez, Tout à fait. même dès le premier film, j'avais un C'est acteur vrai? assez mythique, et c'est vrai que d'un seul coup, il y avait quelque chose dans son regard vert, absolument magnifique, un peu comme le regard d'un chat, et que pourtant je connaissais, parce que j'avais vu pratiquement tous ses films. Il y avait quelque chose d'un seul coup qui m'étonnait, voilà. Et moi, j'aime être étonné, j'aime être bluffé, je suis pas blasé, quoi. J'ai horreur des gens blasés. Et vous les dirigez, les acteurs? Comment Mais vous vous... savez comment on dirige un acteur? Un grand acteur surtout. D'abord, c'est John Huston qui disait à Marilyn Monroe, quand elle lui disait: «Mais pourquoi est-ce que vous m'avez choisi, pour, tourner les Misfits? Pourquoi?» Il répondait: «Mais parce que précisément, vous êtes le personnage qu'il faut pour les Misfits, ne vous posez pas de questions». Et si vous voulez, le 1er acte d'un metteur en scène déjà, en tout cas, c'est pour ça que, en tout cas, moi je suis, très drastique là-dessus, c'est le casting. C'est-à-dire que c'est moi qui fais mon casting. Ça, c'est la première chose, et je ne saurais pas faire un film avec des acteurs qu'on m'aurait imposés. Bon, c alors ça commence là, la direction d'acteur, si vous voulez. Ça continue Par le choix. par le choix, bien évidemment. Ça continue, si vous voulez, par les acteurs, les grands acteurs sont comme des animaux sauvages, c'est-à-dire qu'ils ont l'instinct exactement de ce qui se passe. Et un grand acteur, une grande actrice, c'est très bien dès le début où est la caméra, quelle est la focale de la caméra, quelle est la lumière, quel est l'axe, quel est le regard du metteur en scène, c'est-à-dire à la fois aiguisé et bienveillant. Et c'est comme un émetteur-récepteur. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est comme une histoire d'amour. Il y a une confiance, et à partir du moment où il y a cette confiance, cet acteur vous donne des choses qu'il ne peut pas donner ailleurs, parce que d'un seul coup, il se sent un peu muselé. Vous voyez ce que je veux dire? Le même grand acteur. C'est-à-dire que cette liberté, par exemple, que je trouve dans Diane de Poitiers, d'Isabelle Adjani, qui m'a fait un cadeau unique, cette liberté, cette facette multiple de son personnage, et à la fois sans exagérer les émotions, précisément avec une épure. Eh bien, elle a donné ça parce qu'elle était dans une confiance totale, parce qu'elle savait comment j'étais face à elle, et que moi j'étais là pour percevoir comme un réceptacle. Vous voyez, c'est ce que je considère être la meilleure direction d'acteur. Merci José Dayan, vous avez travaillé avec Didier Decoing, écrivain et scénariste, et président également de l'Académie Goncourt. On va découvrir C'est le un prix grand Goncourt jour là aujourd'hui pour lui, oui. dans quelques minutes, et dont on rendra compte dans Bienvenue au Book Club, bien sûr. Vous avez collaboré ensemble également sur Le Comte de Monte Cristo et sur Les Misérables. Et sur Balzac. Et sur Balzac, absolument. Comment vous travaillez ensemble? Et Ah ben, aujourd'hui encore, évidemment, avec Diane de Poitiers. écoutez, c'est extrêmement agréable de travailler avec Didier Decoing, d'abord parce que je trouve que c'est un homme charmant, intelligent, fin, agréable, et surtout un grand auteur. Enfin, il a moi, encore une fois, puisqu'on parle de films et donc d'acteurs qui ont des textes à dire, à incarner, il a un talent pour les dialogues, je trouve magnifique. À la fois, ces dialogues peuvent sembler d'époque, mais ne le sont pas. En fait, il y a de la modernité et il y a de l'intelligence. Et à la fois, Didier Decoing, c'est quelqu'un qui est précisément parce qu'il est intelligent, n'a pas d'ego. Et on peut lui parler, on peut lui suggérer des choses, on peut lui demander des modifications. Et au contraire, ça lui plaît de retravailler sur un projet avec un metteur en scène ou un acteur. Quelle place tient la littérature dans votre vie, José Dayan? Eh bien, vous savez, elle a la place de quelque chose qui fait partie des racines. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a
quand on veut parler d'un personnage ambitieux, on peut dire Rastignac. Quand on veut parler d'histoire d'amour malheureuse, on peut parler du Rouge et le Noir. C'est-à-dire que ce sont des repères, si vous voulez. Le rouge et le noir qui apparaît dans Diane de Poitiers, d'ailleurs. Mais oui, bien sûr, On ne dit rien, je précisément ne pour Madame de divulgage rien, Rênal mais- et Julien Sorel. Voilà, c'est un clin d'œil à la fin. Oui, ce sont les piliers, si vous voulez, d'un temple, on va dire du temple de notre culture un peu multiple. Voilà. Et Et vous qui vous définissez comme une autodidacte, vous dites je suis pas allé à l'école. non, j'ai pas dit que j'étais autodidacte. J'ai dit que j'étais pas allé en classe. C'est pas pareil. Mais pourtant la littérature était là avec vous. Oui, non, mais la littérature, l'opéra, la musique. Non, je suis pas du tout quelqu'un d'autodidacte. Je suis quelqu'un qui n'a pas été en classe. Voilà, c'est pas pareil. Mon père avait décidé que je ferais l'école buissonnière avec lui et que j'irais avec lui sur les plateaux de télévision, sur les planches de théâtre, etc., etc. Ça me convenait. Et c'est là que, à la fois, si vous voulez, j'ai passé mes examens, j'ai passé mon bac, j'étais à l'IDEC, j'ai fait des concours, etc. Le problème n'est pas là. Je ne suis pas autodidacte, mais je ne suis pas allé en classe. Et d'une certaine manière, je suis très heureuse de ne pas être allé en classe. Et cet itinéraire buissonnier, alors, il vous a permis justement d'arriver là où vous êtes aujourd'hui, Mais je jusqu'à ne sais ce pas, studio. je ne sais pas là où je suis, mais c'est mon itinéraire, voilà, c'est ce que je suis, c'est tout. Et je ne vais pas vous expliquer que j'étais en classe 24 heures sur 24, c'est pas vrai. Mais à la fois avec un peu de flagornerie, je dirais que j'ai mon bac sans y aller, voilà. Donc je devais être un peu doué, quoi, comme dirait Marguerite Duras. France Culture, bienvenue au club. It's a fight to try and listen, 'cause I might not know what to say. Selfishly I'm worried you might run and hide. Selflessly you're learning. I hold on to pride, but no sacrifice comes without mistakes. And we could fly. Take a leap of faith. It's time to decide. Try. Out here feeling scared, but at least I'm living. Unprepared to walk away. I won't let the same thing, no, stop us every time. But why is it that changing, no, feels like a goodbye, but no sacrifice comes without mistakes. We could fly. Take a leap of faith. Look inside. Oh, don't you hesitate. We should fly. Take a leap of faith. It's time to decide. Try. C'était la voix très groove de l'américaine Madison McFerrin et son titre Try, issu de son EP You Plus I. Madison McFerrin a quitté temporairement Brooklyn où elle vit pour venir chanter ici à Paris au pop-up du label. C'est dans le 12e arrondissement et c'est ce soir à partir de 19h30. Essayez d'y aller et oui, try. José Dayan, pour vous, pourquoi il faut absolument, dès lundi, s'installer devant sa télévision à 21h10 pour regarder Diane de Poitiers? Eh bien, précisément pour regarder Diane de Poitiers, pour regarder Isabelle Adjani dans Diane de Poitiers,
parce que, parce qu'honnêtement, je pense que c'est quelque chose d'assez rare qu'on ne verra pas tous les quarts d'heure à la télévision. Je pense que c'est une évocation d'une époque flamboyante, la sortie de l'obscurantisme. On parlait tout à l'heure de Didier Decoing. Il y a aussi dans Diane de Poitiers une musique que je trouve absolument magnifique qui est signée Bruno Coulet. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de superstitieux, donc je m'adresse entre guillemets à mon public comme si le public nous appartenait, ce qui est quand même un peu prétentieux, mais enfin je m'adresse entre guillemets à mon public en disant que, étant superstitieuse, je me suis entourée dans Diane de Poitiers non seulement des acteurs dont on a parlé, mais évidemment d'Isabelle Adjani, mais aussi de deux piliers, c'est-à-dire Didier Decoing et Bruno Coulet, qui étaient autour de moi au moment où j'ai fait Monte Cristo. Eh bien, on va dire que je souhaite à Diane de Poitiers le destin de Monte Cristo. On lui souhaite aussi. Merci José Dayan d'être venu nous présenter donc cette Diane de Poitiers, la presque rien à voir, ce lundi sur France 2 à partir de 21h10. Bienvenue au club, c'est fini pour aujourd'hui, presque fini. Bienvenue au club, c'est Henri Leblanc avec Laura Dutèche-Pérez et Joseph Julien, réalisation Thomas Beau, et à la technique aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi. Et à suivre après le journal, c'est Bienvenue au Book Club, en partie délocalisé. Où êtes-vous, ma chère Oriane Delacroix ? Bonjour Sébastien, Ça va ? Ça va, je suis devant le restaurant chez Drouan. Qu'est-ce que vous faites devant le restaurant chez Drouan ? Qu'est-ce que j'y fais ? Je m'apprête à y rentrer déjà parce qu'il commence à pleuvoir et surtout parce que dans une vingtaine de minutes va être annoncé le lauréat du prix Goncourt et des prix Renaudot. Merci beaucoup Oriane, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Vous serez avec aussi Margot Delpierre de la rédaction de France Culture, avec nos invités ici en studio et avec vous auditeurs, auditrices, vous aurez aussi la parole. Et pour communiquer avec nous, le nom de code c'est Book Club Culture.